Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 125e épisode. Alors c'est une semaine de coupure pour ma part après un gros volume sur le mois écoulé et je dirais même depuis l'été. Avec en octobre cette course de 10 km du côté d'Orléans, c'est foulée de l'Indien, bouclée en 39 minutes et 20 secondes. Alors je précise à ma montre, pour ces chronos, les temps officiels, pourtant c'est des 10 km qui sont mesurés, labellisés, j'avais quelques secondes supplémentaires. Et dimanche dernier, un 10 km bouclé du côté de Fleury-les-Aubrais en 38 minutes et 40 secondes. Alors là encore à ma montre, j'avais 15 à 20 secondes de plus dans le même timing que du côté de l'Indien au sud d'Orléans. Alors ce décalage entre ma montre et le chrono d'arrivée m'interroge un petit peu, donc je ferai appel je pense à Jérôme Maire ou à Greg du podcast de Nakan pour avoir plus d'explications, mais je suis satisfait parce que les progrès sont là. Entre ces deux courses, j'ai gagné plus de 30 secondes. Le profil qui plus est de cette course du côté d'Orléans n'était pas plat, il fallait passer à 2 reprises par une montée, ce qui forcément quand on est sur un 10 km a tendance à nous ralentir, il faut en tenir compte. Donc j'ai un petit peu revu ma copie puisqu'en mars dernier, je vous annonçais lors d'un épisode qu'en 2022, sur ce premier trimestre, j'avais régressé. Et bien en novembre, à l'heure où les feuilles tombent, je retourne tout simplement ma veste car j'ai la sensation aujourd'hui d'être bien plus armé pour réaliser ces courses et améliorer mes chronos. Alors le déclic, sans faire un épisode, puisque je pourrais revenir dessus assez longuement, c'est sans doute produit durant ma préparation estivale lorsque j'ai attaqué cette course des foulées des dunes. En préparation, j'ai repris du plaisir à courir, j'ai retrouvé cette envie d'aller me faire mal entre guillemets à l'entraînement. Donc cette année est quand même bonne. Après cette traversée du désert en mars-avril, j'ai complètement revu ma copie et cette fin d'année sera consacrée également à des courses plaisir de type corrida. C'est plat, ça va relativement vite pour garder un petit peu de vitesse. Je débuterai 2023 par un semi-marathon prévu aux alentours du mois de mars avec une préparation qui elle sera totalement hivernale. Alors je vous invite dès maintenant à venir évoquer vos objectifs de cette fin d'année et peut-être déjà si vous l'avez anticipé, si vous l'avez programmé, quelles seront vos courses pour l'année 2023. Les réseaux sont ouverts, Facebook, Instagram, laissez-moi un petit message et on en discute. Est-il possible de passer des 2 roues et du cyclisme à la course à pied ? C'est la transition opérée par mon invité du jour. J'ai eu la chance de croiser David Menanteau lors des foulées du Gois à Noirmoutier, comme vous le savez, en juin dernier. Alors David est le vainqueur de l'une des 2 courses phares de cette manifestation, à savoir la course à marée descendante. Il s'agit d'effectuer un aller-retour sur ce mythique passage du Gois et David a littéralement volé sur l'eau. Il gagne cette course avec plus d'1 minute d'avance. Dans cet épisode, David s'exprime sur cette bascule réalisée entre son activité favorite, le vélo lorsqu'il était jeune, vers aujourd'hui la course à pied. Alors moi j'ai voulu savoir quels étaient ces transferts que l'on peut effectuer entre les 2 sports, qui sont 2 sports d'endurance, et quels sont les intérêts d'une pratique croisée. Travaillant de nuit, David évoque également la nécessaire organisation et l'adaptation qu'il met en place dans son emploi du temps, puisque travailler une matinée, un après-midi ou la nuit, ça augure de grands bouleversements dans son équilibre et pour son entraînement. Alors de ses premières courses sur route en passant par le passage du Gois, il revient sur ce plaisir qu'il prend dans cette nouvelle activité d'endurance pour lui et qu'il partage également avec son épouse Chloé. Attiré par les grands espaces et la nature, il délaisse de plus en plus le bitume, sur lequel pourtant il performe avec de très jolis chronos, pour le trail. Sans détour, avec David, nous aborderons 2 expériences délicates sur des ultra-trails lors de cette année 2022. Alors un grand merci à toi David pour ta gentillesse et pour notre rencontre à Noirmoutier en toute simplicité
Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de David Menanto, des pelotons cyclistes à l'Ultra Trail. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour David, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes. Alors, il a coulé de l'eau sur le Gois depuis que l'on s'est vu à Noirmoutier en juin dernier. Et je tenais à t'inviter parce que tu as un parcours qui n'est pas un parcours de coureur à pied totalement linéaire. Tu nous viens du vélo. Et je vais te laisser te présenter en te remerciant d'avoir accepté l'invitation du podcast. Bienvenue à toi. Bonjour Sébastien et merci pour l'invitation. Donc je me présente, je m'appelle David Menanto et j'ai 33 ans. Ça fait 6 ans que je fais de la course à pied et avant j'étais cycliste. Donc ma profession c'est technicien de maintenance industrielle chez Atlantique à La Roche-sur-Yon. Ancien cycliste, pourquoi avoir lâché le vélo ? Les différents tours de roue étaient suffisants pour toi et tu voulais passer à autre chose ? En fait, pour commencer, j'ai fait du vélo à partir de 11 ans jusqu'à 19 ans. Donc, je suis monté de catégorie au fur et à mesure pour être en deuxième catégorie. J'ai eu la chance de courir avec le POC, le Club des Sables d'Olonne, où j'ai pu faire des courses comme les plages vendéennes et la vallée de la Loire. Mais arrivé à 19 ans, c'était compliqué pour moi d'allier le travail et le vélo, parce qu'on sait que le vélo est assez chronophage. Donc j'ai arrêté pour reprendre le vélo qu'en 2016. Et j'ai fait 2 ans de vélo en 2016 où j'étais en départemental et je suis remonté en troisième catégorie. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de voiture où je me suis cassé une vertèbre. Et donc je suis resté à peu près 1 mois au lit. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à comment optimiser un peu plus mon temps d'entraînement. Et étant donné que la course à pied, j'avais déjà essayé et que je me débrouillais pas mal, c'est pour ça que j'avais fait la bascule sur la course à pied. Est-ce que ça a été un deuil pour toi de lâcher finalement le vélo et les courses cyclistes ? Toi qui baignais dedans depuis ta plus tendre enfance. Alors, les courses, j'adore les courses de vélo. J'ai toujours suivi le vélo et tout ça. Après, mon seul souci, c'était vraiment le temps d'entraînement. À l'époque, j'étais paysagiste et du coup, je finissais tard le soir et enchaîner les entraînements, c'était compliqué d'aller faire 2 heures, 2 heures et demie le soir. Et du coup, je m'en suis un petit peu dégoûté et c'est ça qui m'a poussé à faire de la course à pied. Donc un deuil, je dirais non, pas au début. Donc tu n'es pas adepte du home trainer, tu as besoin de grands espaces et d'air libre. Oui, j'aime bien. Je m'entraîne très peu en intérieur. L'home trainer, c'est pas du tout ma tasse de thé. Comme en course à pied, je ne fais pas de tapis. J'aime être dehors en fait. Justement, toi qui es ancien cycliste, ce serait la question que je pourrais te poser. Est-ce que tu penses que l'on peut faire un entraînement croisé de qualité avec un mix entre le vélo et la course à pied ? Est-ce que les filières énergétiques, est-ce que les dépenses, est-ce que les watts que l'on va pouvoir mettre en place sont similaires ou est-ce que c'est vraiment 2 sports différents, l'un terrien, l'autre, le vélo, un petit peu plus porté ? Moi, je pense qu'on peut allier les deux. En fait, on le voit bien au niveau professionnel, les trailers font énormément de volume à vélo parce que on sait que la course à pied est un sport traumatisant. Donc, le fait d'allier le vélo, ça permet quand même de faire du volume sans se blesser. Après, est-ce que c'est intéressant dans toute la course à pied? Je sais pas. Je pense sur route, on voit pas non plus beaucoup de coureurs sur route faire du vélo. Ça se voit plus dans le trail où vraiment là il faut du volume. Est-ce que aujourd'hui tu sors encore un petit peu le vélo ou est-ce que tu as définitivement non pas raccroché les crampons mais là raccroché les rayons ? Alors le vélo, j'ai eu du mal à m'y remettre. J'en faisais un tout petit peu entre 2017 et 2020, mais très peu de sorties. Et là, en fait, mon épouse Chloé s'est mis un peu à faire du vélo avec moi, donc ça m'a permis de pas me rentraîner tout seul. Et là, du coup, depuis septembre, pour faire du vélo, j'ai décidé de signer au club de triathlon de La Roche-sur-Yon, ce qui me permet maintenant d'aller m'entraîner avec du monde et du coup, je retrouve du plaisir à faire du vélo. Alors là, quelles seraient tes qualités sur un club de triathlon ?
Parce qu'on va le voir en course à pied, tu amuses pas le terrain. Au regard des chronos que tu affiches sur 10 kilomètres et sur marathon, tu es quand même plutôt rapide. Est-ce que le vélo est là aussi un atout? Alors, dans quelle discipline tu devrais axer ton travail pour performer en triathlon? Alors, pour l'instant, j'ai décidé d'axer mon travail d'abord sur la natation. Je me suis mis à faire 3 fois de natation par semaine pour déjà apprendre la technique parce que je savais pas spécialement nager. Donc, le but déjà, ça va être de nager correctement. Et là, en fait, le vélo, j'ai pas mal perdu quand même en termes de puissance et tout ça. Donc, le vélo, je me suis dit pour l'instant 1 fois par semaine, une sortie de 2h30, 3 heures jusqu'au printemps prochain. Et après, je pense que quand je pourrais me mettre plus au triathlon, j'essaierai d'en faire plus. Mais là, pour l'instant, je veux quand même garder ma course à pied parce que c'est pour ça que je fais du triathlon, c'est faire du volume, mais pour l'ultra, quoi. Alors l'ultra, on va y venir, mais auparavant, je voudrais savoir comment tu t'es mis à la course à pied parce que tu évoques un accident de voiture, une vertèbre qui t'a cloué au lit pendant quelques semaines. Ensuite, le cheminement, ça a été lequel? Comment tu es arrivé à chausser des baskets et à te mettre à la course à pied, toi qui étais cycliste depuis ta plus tendre enfance? En fait, quand on était en primaire, on faisait les crosses à l'école et après j'ai continué avec les crosses au collège où j'avais gagné chaque année j'ai gagné les crosses. J'ai pu faire les championnats départementaux et régionaux en UNSS et les championnats de France en troisième aussi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le club de La Roche en athlétisme m'avait contacté à cette époque-là, mais vu que j'étais mordu de vélo, je m'étais pas mis à l'athlétisme. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que la course à pied, ça me plaisait beaucoup, que j'avais quand même des prédispositions. Donc, c'est pour ça, en fait, que je me suis tourné vers la course à pied en septembre 2017. Je me suis entraîné sur juillet et août, et j'ai fait un premier 5 km, non, un premier 8 km, pardon, sur Dompierre-sur-Yon, et où j'ai fini deuxième. Premier galop d'essai, premier podium avec un chrono sur 5 kilomètres parce que j'aime bien voir les chiffres, moi, de mes invités. Là, c'était sur 8 km. 8 kilomètres, oui. Mais oui, une semaine après, je faisais un 5 km, et à l'époque, j'étais en 18-30. D'accord, donc pas si lent que ça pour une première compétition. Est-ce que là, finalement, le volume, l'endurance et cette difficulté, l'entraînement de vélo, c'est loin d'être simple. Est-ce qu'on peut faire un transfert entre la course à pied et ce que tu avais déjà comme bagage, on va dire, d'endurance et d'aérobie peut-être avec le vélo? Est-ce qu'on peut faire des passerelles? En fait, le vélo, c'est quand même, oui, un sport d'endurance comme la course à pied. On travaille beaucoup à des rythmes cardiaques pas trop élevés. Donc, c'est aussi ce qu'on essaye de faire en course à pied. Après, faut savoir que les deux sports sont liés au goût de l'effort. Enfin, faut quand même beaucoup s'entraîner pour être bon. On n'a pas le choix d'être régulier dans nos entraînements. Faut pas avoir peur de sortir plusieurs fois par semaine. On peut pas non plus faire trop la fête le samedi soir si on veut être performant. Donc, sur pas mal de points, c'est des sports qui se rejoignent. Alors moi, toi, ce qui me rebute un petit peu, j'ai un beau vélo Look Carbone qui est juste derrière le mur là où on enregistre, mais il sort pas souvent, parce que mon épouse, elle désespère un petit peu de le voir prendre la poussière. Elle dit: pourquoi tu as acheté un tel vélo? Dans la région où j'habite, il y a beaucoup de vent. Alors je sais pas du côté de la Vendée si c'est également le cas, mais sortir pour des sorties relativement longues en vélo, il faut quand même du mental. Est-ce que là aussi, cette expérience en vélo forge peut-être ton expérience aujourd'hui en course à pied? Est-ce que ça a été là sur un transfert non pas physique, mais sur le plan mental, est-ce que ça a pu avoir des conséquences positives sur ta montée en puissance et le fait que tu sois déjà très performant dès tes premiers pas en course à pied? C'est vrai que le vélo, ça forge le caractère quand il fait pas beau, mais qu'on doit sortir, on n'a pas le choix, faut y aller.
C'est vrai que quand on arrive sur une fin de sortie où on est vraiment fatigué, qu'on a mal géré son parcours, qu'on revient vent de face, faut être costaud, faut se dire bon ben je vais rentrer plus calmement, mais le but c'est d'avoir le volume. Donc oui, le vélo, je dirais que ça forge le mental et même sur les courses quand on est enfin toujours à l'arrière du peloton parce que on est en difficulté ce jour-là et tout ça, c'est ça forge le mental de s'accrocher aussi, quoi. Après, David, ce 8 kilomètres et ces premières courses où tu trustes déjà les podiums, quelle a été la suite? Tu t'es dit, bah, finalement, j'ai de bonnes jambes, j'avance plutôt vite, je continue. Alors, tu t'es orienté vers quelle pratique de la course à pied? Est-ce que tu es resté sur des distances courtes ou est-ce que rapidement, comme le font bon nombre de mes invités, ils se sont orientés vers des distances beaucoup plus longues telles que le semi ou le marathon? Comment tu as progressé? Alors donc j'ai signé au club de La Roche avec comme entraîneur Moustache qui lui est enfin le groupe c'était beaucoup des pistards. Moi je j'étais plus orienté par contre route à l'époque et en fait assez rapidement je dirais au bout d'un mois j'ai été me frotter sur un semi-marathon à Niort où j'ai fait 1h18 et quelques je crois. Et après, je me suis consacré sur une première saison de cross où ça m'a permis de vraiment évoluer en vitesse. Le but au début, c'était vraiment de prendre du plaisir à faire de la vitesse, des 10 kilomètres et des choses comme ça. Le cross, tu revenais à tes premiers amours, ceux du collège et de la troisième, avec une importance quand même. Tu l'intégrerais et tu le conseillerais aux personnes qui veulent travailler la vitesse. Les crosses, c'est quand même une bonne école pour gagner en performance et avoir une bonne préparation pendant l'hiver. Ouais, je pense que tout le monde le dirait. Les crosses, c'est vraiment une école de l'athlétisme. C'est vraiment très dur parce que, enfin, il y a vraiment un très gros niveau. C'est ce qui m'a un peu surpris la première année que j'ai fait les crosses. C'est que on peut pas se relâcher, faut vraiment toujours être à fond, le couteau entre les dents. Donc oui, ça fait beaucoup travailler et et c'est un gros socle d'entraînement pour les courses du printemps. On voit beaucoup de personnes qui sortent des crosses et qui vont aller chercher des chronos sur 10 kilomètres parce que on développe vraiment de la vitesse et du foncier pour ça. Et tu as été surpris de ta capacité, avec un timing aussi court, en l'espace d'un an, d'atteindre un tel niveau de performance. Donc c'est que tu avais quand même peut-être des prédispositions, mais tu as réussi à convertir tes capacités sur le vélo avec les chaussures aux pieds. Oui, j'ai réussi à faire la bascule assez rapidement. Ça a été quand même très dur au début parce que le problème de basculer du vélo à la course à pied, c'est que on a tendance un peu enfin, en vélo, on peut en faire, enfin, beaucoup sans se blesser. En course à pied, au début, si on en fait trop, rapidement, c'est la blessure. Moi, je sais qu'au début, j'ai été embêté par une périostite, j'ai eu fracture de fatigue, donc, on se retrouve, on apprend à gérer ses entraînements aussi parce que la course à pied, on se dit, on peut courir tous les jours, oui, mais il faut quand même laisser le temps au corps de s'habituer. Alors ces fractures, ces bobos, ça fait de toi un coureur. On dit tant qu'on n'a pas connu sa première blessure, on n'est pas un vrai coureur. Aujourd'hui, tu connais un peu mieux ton corps. Comment tu travailles? Est-ce que la montre est ton ami ou est-ce que tu laisses place aux sensations et aux ressentis? Au niveau entraînement, en fait, j'ai un coach personnel depuis janvier. Donc c'est lui qui me fait tous mes plans d'entraînement. En fait, quand j'essaye de travailler tout ce qui est footing et tout ça, je travaille à la montre, mais principalement au cardio. J'essaye de pas dépasser à peu près 180 à mon âge. Et après, c'est beaucoup de sensations. Si maintenant, je sais que si je commence à sentir un peu de fatigue, enfin pas de fatigue, mais que mon corps a des petites douleurs ou quelque chose, je mets moins d'intensité dans la séance. Je sais que c'est pas trop grave, quoi. Donc il n'y a pas d'entraînement vélo? Tu sors plus une fois par semaine pour remplacer peut-être un footing ou est-ce que ça t'arrive quand même d'avoir ce type de croisement et de sport porté? Bah, je fais toujours une sortie vélo le dimanche.
Après, si je sens que j'ai quelque chose, je contacte directement mon coach qui lui va m'adapter mon entraînement. C'est possible que si j'ai des douleurs ou quelque chose, ils me disent bah mieux vaut peut-être soit ralentir ou faire un peu de vélo cette semaine. Et donc, après ce semi-marathon, tu as expérimenté aussi la distance suprême, le Graal du marathon, comme beaucoup de coureurs l'appellent. Est-ce que tu es rapidement monté sur cette distance après ta première année déjà très performante et très satisfaisante en course à pied? Alors non, le marathon, j'y ai pas touché avant l'année dernière en 2021. Mentalement, j'étais pas prêt à faire du marathon. Je me disais oh, faire 40 km sur route, ça va être long. Alors qu'en vélo, t'en faisais combien sur des courses? Enfin, là, vous rouliez pendant quand même de nombreuses heures. Les 150, 160 km, ça pose moins de soucis. Ouais, parce qu'on était en groupe et je sais pas, le marathon, ça me faisait peut-être un peu peur et c'est pour ça que enfin, après une année de course, je me suis tourné vers les Templiers 78. Donc le volume était beaucoup plus important à faire sur la course, mais je pense que j'avais moins cette pression de chrono qu'il y a sur le marathon. Et sur ce marathon, donc en 2021, quel a été ton chrono? Alors en 2021, j'ai fait 2h24 et 47 secondes. Alors on a fait une grosse prépa sur 12 semaines avec des copains du club et ma femme. Donc on a vraiment tous plutôt réussi notre marathon et enfin honnêtement, il n'y a pas eu de mur au 35e ou quoi que ce soit. 2h24, c'est quand même un gros chrono. Enfin, je sais pas quelles étaient tes bases d'entraînement et l'objectif cible, mais c'est pas à la portée de tous quand même. Mais en fait, je m'étais entraîné, je m'étais dit que 2h28 c'était un peu le minimum que je m'étais fixé. Je m'étais dit 2h26 ce sera un super chrono et 2h24 j'aurais jamais cru. Après, dès le départ, ça allait bien et la course de fil en aiguille m'est convenu, on va dire. Et j'ai eu la chance d'avoir les premières féminines qui m'ont rattrapé vers le 32e, ce qui m'a reboosté aussi à ce moment-là, quoi. Alors, l'allure des féminines ou les féminines en elles-mêmes? L'allure des féminines, c'était très impressionnant. Les deux premières Kenyanes étaient très fortes. Est-ce que là, sur une distance aussi longue, hein, tu disais cette appréhension de courir 42 km sur route, les filières d'endurance développées avec ce passif de coureur cycliste, comme on l'évoque depuis le début de l'épisode, ont pu être utiles. Quand ça commence à être difficile, quand les jambes tirent, est-ce que là, on actionne peut-être un bouton sur le plan du mental qui te permet de dire, bon, je sais que ça va passer, c'est dur, mais j'ai déjà connu peut-être à plusieurs reprises sur des pelotons et sur des courses longue distance. Est-ce que ça t'a aidé? Je sais pas trop si ça m'a aidé. La course s'est tellement bien passée que j'ai pas vraiment connu de difficultés sur ce point-là. Après, je pense que c'est surtout que ça aide à gérer son effort. Enfin, quand on est habitué à faire des courses ou des entraînements de 3-4 heures, on apprend beaucoup de son corps et on sait quand faut s'alimenter et tout ça. Et sur le marathon, c'est quand même important de s'alimenter, même si c'est difficile vu la vitesse à laquelle on va. Sur ton fonctionnement, David, sur une semaine, on va dire type, si elle existe. Tu es encadré par un entraîneur qui bâtit donc ton programme. Est-ce que tu es quelqu'un qui va faire beaucoup de volume ou est-ce que tu privilégies aujourd'hui plutôt la qualité avec des heures d'entraînement qui sont peut-être un petit peu moindres, mais avec beaucoup plus d'objectifs et d'exercices ciblés? Alors là, je suis sur une bascule cette semaine, on va dire. En fait, on va dire que les 9 premiers mois sont déroulés avec 6 entraînements par semaine de course à pied et avec un volume qui tournait, on va dire, autour de 70-90 km semaine. Et là, on a décidé de changer de stratégie vu un peu mes déroutes sur les dernières courses. Et on va passer à environ 7-8 courses à pied et un vélo et de la natation. Donc là, on va vraiment faire beaucoup moins de vitesse, mais beaucoup plus de volume en footing avec du dénivelé. Donc tu appréhendes pas trop cette bascule et ce changement
de stratégie. C'est les derniers épisodes, on en parlera tout à l'heure sur les courses auxquelles tu as pu prendre part qui se sont peut-être pas passées comme tu l'as souhaité. Mais là, c'est un changement radical. Il faut que le corps puisse encaisser ce volume un peu plus important et ces kilomètres un peu plus nombreux. Ben, en fait, sur la prépa marathon, j'avais déjà sur les 12 semaines de prépa, on tournait déjà entre 100 et 120 km semaine. Donc là, le but, ça va être encore de faire, on va s'approcher des 100 km semaine, mais avec beaucoup moins d'intensité. Donc, ce qui permet quand même au corps de moins subir. Mais après, si la bascule se fait correctement et qu'on prend le temps d'augmenter son volume intelligemment, normalement, il n'y a pas de risque de blessure. Tu n'es pas professionnel, ce n'est pas ton activité principale, tu le disais, tu es technicien industriel. Comment tu organises? Parce que là, tu me dis 6 entraînements, 7 ou 8 entraînements par semaine à venir avec du vélo et de la natation. Tu les cases où, tes entraînements? Comment s'organisent tes journées? Et plutôt du matin, plutôt du soir, sur la pause déjeuner? Où sont les entraînements? Alors, depuis que ça fait 1 an que je suis en maintenance industrielle, et depuis que j'y suis, c'est compliqué parce que j'ai un cycle de 5 semaines de travail. J'alterne une semaine de matin, une semaine de journée, une semaine de nuit, une semaine d'après-midi et une semaine de matin. Donc en gros, j'ai pas d'habitude vraiment définie en course à pied. Quand j'ai du temps, j'y vais. Je sais que tous les jours, faut que je sorte. Après, c'est plus comment gérer sa fatigue, gérer son sommeil qui est important en fait. Alors ça, tu vois, c'est la question d'un auditeur, parce qu'on en parlait sur Instagram par rapport à une foire aux questions que je proposais, et il me disait, Sébastien, il faudrait que tu abordes la caractéristique, la particularité de sportifs qui font les 3-8. J'en ai un devant moi, David, donc tu vas pouvoir répondre. Quand on fait les 3-8, on sait que le sommeil est un facteur important dans la récupération, donc comment tu arrives à calibrer ton sommeil de façon, on va dire, importante pour tenir la route et quand même intégrer tes entraînements avec la difficulté. Le travail de nuit, c'est pas le travail de jour, c'est pas un travail de poste. Comment ça s'organise et quelles seraient tes astuces pour pouvoir tenir dans la longueur? Après, c'est une bascule, faut savoir s'écouter principalement. Les semaines, moi je sais où je suis plus fatigué, c'est les semaines de matin. Donc, c'est les semaines où on essaye soit on charge un petit peu moins, ou soit on met un petit peu moins d'intensité. C'est quand je finis les 13 heures, je rentre, je mange, je fais une sieste de 3/4 d'heure, 1 heure, parce que sinon le sommeil, il est assez court, c'est à peu près 6 heures de sommeil dans la nuit. Quand je suis d'après-midi, il y a pas de souci, parce que j'ai le temps de m'entraîner le matin et on a beaucoup moins de fatigue. Et la nuit, c'est un petit peu pareil, c'est coucher à 5h, 5h30 du matin et lever vers midi et demi, 1 heure, un petit déj et course à pied 3 heures après. Sur les semaines où tu es de nuit, finalement, le sommeil, il est beaucoup plus court. Tu as pas tes 6 heures et tu n'as pas ton compte de sommeil. Là, c'est peut-être là où il faut peut-être être plus vigilant et écouter son corps. J'ai à peu près 7 heures de sommeil quand je suis de nuit, mais c'est plus quand je suis de matin parce que je suis pas quelqu'un qui se couche très tôt, donc je me couche, il est 22h30 pour un lever à 4h, donc c'est là où j'ai quand même moins de sommeil quand je suis de matin. Mais de nuit, le sommeil est moins reposant parce que le sommeil le matin, c'est quand même un sommeil moins reposant. Donc tu arrives quand même à organiser ton entraînement sans qu'il y ait de grosses baisses, de chute de rythme ou de chute de motivation ou de performance, malgré cette rotation sur ces 3-8 et sur ces 5 semaines. Oui, des fois, il y a des jours où c'est plus dur, les séances sont plus dures à passer. Après, faut savoir s'écouter. Si on fait c'est n'importe quoi, un 10x400 et qu'on doit le faire en 1:10, si on est fatigué et qu'on le passe en 1:11 ou 1:12, c'est très bien. On sait très bien que la fatigue, comme la météo, ça joue beaucoup sur une performance et après, faut pas spécialement toujours vouloir viser le chrono, il faut savoir vraiment s'écouter et je pense que c'est quand même la clé de la réussite. Pour ce qui est de tes entraînements, David, tu es plutôt entraînement solo
Ou alors l'impact du groupe, le fait d'avoir vécu en peloton pendant de nombreuses années, tu gardes un intérêt d'aller en club et d'avoir cette séance un petit peu communautaire avec les copains de l'athlétisme. Comment tu fonctionnes? Euh, du coup, moi, je suis au club du Poiret-sur-Vie. On a notre entraînement VMA qui est le mardi soir. Alors, je peux y aller, du coup, selon mon cycle, je peux y aller que 3 fois sur 5 semaines. Et j'aime bien y aller le mardi soir avec le club parce que ça nous pousse quand même à aller plus vite sur nos séances. Quand les séances sont dures, ça passe toujours mieux. Et après, on sait aussi qu'on a une bonne ambiance dans le club et ça porte vraiment, ça porte vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, parce que moi je le connais, hein, quand on fait des séances sur piste ou en club, d'aller au-delà de ses allures parce qu'on se tire un petit peu la bourre. Tu dois être plutôt devant, mais avec les lièvres qui te courent derrière, ou est-ce qu'il y a encore des gens plus rapides que toi dans ce club du Poiret-sur-Vie? Il y a des très bons coureurs. Je suis quand même un peu devant, mais je suis pas non plus il y a des gars qui vont très vite et du coup, ils me portent sur les courtes distances. Ils sont plus rapides que moi, je pense. Après, faut savoir s'écouter. Je vois, le week-end dernier, j'ai fait un travail de 30 kilomètres et le mardi suivant, j'ai pas joué les premiers rôles. Je savais que si j'allais faire la VMA avec eux devant, j'avais risque de blessure. Donc après, faut savoir s'écouter et se respecter aussi. Est-ce que tu as basculé? Parce que toi, j'étais en course hier du côté d'Orléans et je regardais les premiers du semi-marathon, puis même sur les personnes qui étaient sur ma course du 10 km. La plupart sont passés en carbone. Est-ce que toi, tu as également succombé aux sirènes des chaussures carbone? Tu me diras quel modèle, hein. Moi, je suis pas contre le fait de citer les marques sur le podcast. Est-ce que toi, tu y trouves un avantage? Et déjà, est-ce que tu y as succombé? Alors moi, je suis un fan de chaussures de running. Je m'y intéresse beaucoup, beaucoup. Oui, le Ça prend carbone, moins de place que les vélos quand même, hein. Pour et stocker, c'est plus facile. ça coûte moins cher aussi. Non, mais les chaussures carbone, j'ai basculé l'année dernière pour la prépa marathon, honnêtement. J'avais pris une paire pour l'entraînement et une paire pour la compétition en tant que telle. Euh, le gain, moi, je le vois pas en termes de vitesse. Enfin, je trouve pas que je vais plus vite, pas vraiment. Mais par contre, en termes d'économie de course, les séances, quand on fait une séance de 30 km le dimanche ou le jeudi, on sent que le lendemain, on a beaucoup moins de courbatures, ce qui permet quand même de refaire du volume derrière et d'avoir moins de risques de blessure. Sur la course en elle-même aussi, on a moins cette fatigue, par exemple sur un 10 km, au bout du 6-7e, on a moins de fatigue musculaire. Sur le semi, c'est pareil. Je pense que le gain, il est là, c'est qu'on arrive à garder notre vitesse longtemps, en fait. Bah, je pense que toi, aujourd'hui, on est lundi, il est 14h35, j'ai pas mal au mollet, je suis pas plié en quatre, alors que la course a été quand même assez brutale. Enfin, un 10 km, on est à fond du début jusqu'à la fin, et j'en ressors plutôt satisfait. Donc, je partage ton avis. Après, je serais incapable de mesurer aujourd'hui le gain, on va dire, en vitesse et le nombre de secondes que peut, entre guillemets, me rapporter ces chaussures carbone. En tout cas, est-ce que, comme les chaussures, tu es adepte des nouvelles technologies, des réseaux type Strava ou autres, ou est-ce que tu es complètement hermétique à toutes ces solutions un peu digitales? Bon, Strava, j'utilise, j'ai pu utiliser, j'ai réutilisé. En fait, Parce que l'entraîneur peut avoir son mot à dire en disant tu ne mets peut-être pas toutes les séances en libre accès pour masquer un petit peu une préparation. C'est parfois une entente entre le sportif et son athlète. bah après, oui, c'est une entente, mais moi, je sais qu'il a pas de souci avec ça. En gros, vu que je paye quelqu'un, j'estime que tout le monde ne doit pas profiter de la prépa gratuitement quand même. Et en plus, les séances que je fais ou que il faut quand même pouvoir les encaisser, enfin faire. Je sais que par exemple la prépa marathon, ouais, je l'avais tout détaillé sur mon Strava, mais tout le monde n'est pas capable de faire 120 km en semaine avec des volumes de 30-35 km le jeudi et autant le dimanche, quoi. Et encore moins sur les allures
que tu affiches, ce serait envoyé peut-être au casse-pipe certains suiveurs de Strava. On est passé un petit peu rapidement sur le début de cette carrière pédestre. L'impact de ton épouse dans ta mise à la course à pied, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre une pratique commune, parce que ton épouse pratiquait le basket, il me semble, et toi, l'ancien cycliste, vous êtes retrouvés sur ce sport commun. Est-ce que le partage est également au cœur de votre passion et passion commune que vous partagez aujourd'hui? En fait, quand on s'est connus, je faisais plus de sport. C'est l'époque où je courais plus et elle faisait du basket, elle faisait beaucoup de basket. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai repris la course à pied. Et après, du coup, j'ai eu la bascule sur la course à pied. Et en gros, avec Chloé, on, on s'est mis à courir, mais un peu en décalé. Elle a commencé un peu après moi, elle a dû commencer 2 ans après moi. Et du coup, elle a complètement laissé tomber le basket parce qu'elle s'est retrouvée plus dans un sport individuel. Donc après, en ayant Chloé qui fait de la course à pied, on va dire que au quotidien, c'est facile parce que elle, si elle veut s'entraîner, je sais ce que c'est et donc je comprends qu'elle parte s'entraîner. Et moi, si je vais m'entraîner, c'est pareil. Après, on a la facilité aussi d'avoir des entraînements en commun, aller au club du Poiré aussi. On a des amis aussi en commun pour aller pour aller courir. Donc honnêtement, c'est très facile d'allier les deux avec Chloé. Alors, dans cette pratique en couple, David, est-ce que Chloé, ton épouse, a les mêmes aspirations que toi? Est-ce que vous partagez l'amour du bitume, ou est-ce que vous avez des pratiques et des envies différentes sur le plan de la course à pied? En fait, Chloé est plus, elle fait ce qu'elle a vraiment envie de faire. Elle, si un jour elle a envie de refaire de la route, elle refait de la route. Si elle veut faire du trail, elle fait du trail. Après, elle aime quand même. Elle a pas pu finir le marathon de La Rochelle parce qu'elle s'est blessée, donc ça l'avait un peu vaccinée de la route. Là, cette année, elle va y retourner, mais un peu en mode un peu plus cool. Mais sinon, non, elle aime beaucoup le trail aussi. Elle fait du format jusqu'à 60-70 kilomètres. Donc ça nous permet aussi d'aller en montagne pour s'entraîner quand on le peut, quoi. Est-ce qu'il y a un petit côté de challenge entre vous deux au niveau des compétitions, ou des défis que vous pourriez vous lancer? Celui qui arrive le deuxième ou le dernier à ce point-là fait la vaisselle ou passe l'aspirateur. Est-ce que c'est sujet à polémique ou pas du tout? Est-ce que c'est toujours dans une bonne entente? Et comme tu le disais tout à l'heure, tu sais à quel moment elle doit s'entraîner. Elle sait que toi, tu vas avoir ça au programme de ta semaine. Donc, ça s'ajuste et ça se tuile plutôt bien. Non, on n'est pas en mode compète l'un contre l'autre, pas du tout. Non, non, justement, ça nous booste l'un l'autre, je pense. Quand il y en a un qui va s'entraîner et que l'autre a pas trop envie, on se dit, bah si, il faut que j'y aille, elle y va, ou moi j'y vais. Donc non, non, c'est plutôt dans la bonne humeur. Après, c'est plus des fois, si on passe devant une ville où on a couru, on se dit, ah, toi, t'as fini deuxième là, moi j'ai gagné. On se chambre un peu des fois comme ça. Alors, tu le disais, ça vous permet de partager des week-ends. Et lorsque je t'ai croisé donc à Noirmoutier, j'ai été m'entraîner sur une petite route, et puis je t'ai aperçu à côté du camping-car. Donc, le camping-car est un bon moyen pour partir à droite, à gauche, réaliser des petits séjours comme en trail, ou comme sur ce week-end-là du côté de Noirmoutier. Oui, en fait, on a acheté un van l'année dernière pour que ce soit plus facile pour après les courses, si on veut se doucher, ou alors même sur les trails quand on part en montagne, ça nous permet de partir sur le week-end, d'avoir beaucoup moins de fatigue avant une course et de pas avoir un logement à chaque fois à payer. Après, sur la course des Foulées du Gois, c'est un peu différent en fait. La famille à Chloé, enfin ses grands-parents ont un appartement sur Fromentine et du coup depuis toute petite, elle part tous les étés à Fromentine. Donc elle, c'était une course qui lui tenait à cœur. Et du coup, moi, c'est ce qui a fait aussi que je me suis mis sur les Foulées du Gois. Tu t'es mis sur les foulées,
où est-ce que tu as été sélectionné? Parce que là, la course à laquelle tu as participé, David, était une première pour ces foulées du Gois, une course à marée descendante entre Beauvoir-sur-Mer, l'île de Noirmoutier et retour sur Beauvoir, avec la particularité que le Gois était encore par endroits bien rempli d'eau. Comment tu as été amené à prendre part à cette course? Parce qu'il y avait un plateau élite assez quand même resserré avant la course élite à marée montante qui avait lieu à 18h. Comment tu as été choisi pour prendre ce départ? En fait, en 2019, j'avais fait la course populaire dans l'optique de faire les foulées du Gois, la course des As, mais j'avais pas le niveau, enfin j'ai pas gagné la course, donc ils ont créé cette année la course à marée descendante où ils prenaient les 15 premiers gars et les 15 premières filles de la populaire de 2019. Et par rapport à cette sélection, donc tu as pu découvrir le passage du Gois à marée descendante. Pas si simple, parce que l'eau était encore bien présente quand tu as pris le départ à 13h. Est-ce que tu peux raconter comment tu t'y es préparé? Parce que c'est une course que l'on ne voit pas ailleurs, donc en Europe. J'en discutais avec Antoine De Wild, qui a gagné à plusieurs reprises les foulées donc à marée montante. Mais là, marée descendante, le courant devait être encore très présent. Et tu n'avais pas que 4 kilomètres à réaliser, mais il y avait l'aller-retour. Donc pas loin de 8 kilomètres, les pieds dans l'eau. Alors en préparation, du coup, moi j'étais sur une préparation ultra à l'époque et j'ai orienté mon mois de juin pour refaire de la vitesse pour cette course particulièrement. 15 jours avant la course, on va dire que j'ai un petit peu profité de ma proximité avec le Gois pour aller m'entraîner et faire une marée descendante avec Chloé. Donc on avait déjà testé un petit peu la chose. On a été d'ailleurs un peu surpris la première fois où on s'est entraîné car en fait ça part très vite parce que c'est très plat et assez rapidement on se retrouve avec de l'eau jusqu'au genou parce que le point bas il est quasiment dès le début. Donc c'est vraiment là qu'est la difficulté, on arrive très vite dans l'eau, et après tout de suite il faut mettre du rythme, lever les genoux, et donc il faut gérer son effort parce que le cardio a tendance à monter très vite au début de course, quoi. La gestion de l'effort, c'est quelque chose effectivement de très important. Tu n'as pas un grand gabarit comme Antoine. Donc là, c'est la fréquence et les montées de genoux qu'il faut justement accentuer. Le cardio, il monte à combien sur une telle épreuve? Est-ce que tu l'as peut-être observé, débriefé avec ton entraîneur derrière? J'ai pas regardé mon cardio, mais je pense que oui, on ne devait pas être loin des 190 pulsations minutes. Après, j'ai une grosse cadence en course à pied. Souvent, je tourne entre 185 et 190 pas par minute. Donc, j'ai beaucoup de fréquences. Après, quand la marée était haute, c'est pas là où j'ai été le plus fort et j'ai même temporisé et laissé revenir sur moi parce que je savais que c'était pas là ma force et j'étais vraiment dans la gestion de l'effort pour gagner la course. C'est effectivement ce que l'on voyait, nous, sur l'écran géant, donc du côté de Beauvoir, où tu es parti, on va dire, à un rythme qui était quand même important par rapport aux coureurs de tête de course, mais l'effort s'est fait sur le retour. Là, tu étais vraiment peut-être en gestion sur les 4 premiers kilomètres. Par contre, au retour, tu volais sur l'eau. Ça, c'est les mots du speaker, hein. On avait vraiment l'impression que il y avait pas d'eau et que tu avançais assez facilement, même si pour quelqu'un qui comme toi fait du marathon, du trail, vous avez, je pense, du pied, des gammes que vous devez travailler. Mais là, de ne pas avoir la vue sur le pied, sur les appuis, est-ce que c'est gênant? Comment tu as appréhendé justement cette difficulté de courir dans l'eau avec, je pense, par endroits encore beaucoup de courant? Comment ça se gère et comment tu es arrivé à garder le cap sur ces 8 kilomètres aller-retour entre Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier? En fait, c'est assez surprenant, mais on a quand même une vue sur le Gois parce que l'eau, vu qu'il n'y a pas tant d'épaisseur d'eau que ça, enfin, ça va rester sur 30-40 centimètres, on voit quand même où on met nos pieds, mais on nous brief avant le début de course en disant ne regardez pas vos pieds parce que sinon vous allez vous faire
vous allez vous faire emporter par le courant sans vous en rendre compte et vous avez un risque de tomber sur le côté. C'est ce qui est arrivé sur le début de course. En gros, on s'est retrouvé, c'était filmé par un quad. Donc, on nous avait dit, restez bien à droite pour que le quad vous filme. Et en fait, on arrivait dans la partie haute en eau et les coureurs se sont fait quand même pas mal pousser vers l'extérieur. Il y a eu des chutes. Je crois que c'est Momo Serbouti qui a dû tomber. On l'a vu sur les images. Il est vrai que tu perds vite tes repères et peut-être que le quad était plus gênant que opportun pour vous, même s'il faisait le bonheur des spectateurs de l'autre côté du rivage. Non, mais je pense que c'est toujours peut-être un peu troublant parce qu'on n'a pas l'habitude souvent d'avoir des caméras comme ça, mais c'est nous qui nous sommes pas, en fait, une fois qu'on l'a doublé, on est resté sur la droite alors qu'il fallait vraiment se mettre au milieu de la chaussée. C'était vraiment la clé parce que le milieu de la chaussée est un peu plus bombé, ce qui fait que c'est là où il y a le moins d'eau et et là où on est sûr de pas se retrouver sur le côté là où il y a les pierres, quoi. Après, il y a quand même pas mal de passages en pavé qui sont pas non plus très bien jointoyés avec la marée qui ravine beaucoup. Pas de bobos, pas de chevilles qui vrillent. Là, tes appuis suffisamment toniques font le travail pour pouvoir justement enchaîner sans avoir une grande foulée. Oui, c'est un peu la peur qu'on a, ces passages en pavé, parce qu'on se dit, si mon pied tombe au mauvais endroit, peut-être que j'ai un risque de tomber. Après, avec le travail du pied, les crosses, le trail, je pense que j'ai plutôt des bons appuis qui m'ont permis de pas être trop embêté sur ces passages-là, quoi. Alors, comment tu as vécu le retour? Tu étais seul au monde face à ce Gois. À quel moment tu t'es dit c'est bon, c'est dans la poche et je vais arriver en tête sur cette course? Donc, première édition, marée descendante, 8 km aller-retour. À quel moment tu t'es dit c'est bon? Bah, honnêtement, quand j'ai fait demi-tour à Beauvoir, je savais qui était deuxième, je savais que c'était Alban, qui est un très bon coureur, mais je savais que j'étais plus rapide que lui. Et après, l'écart qu'il y avait avec le troisième était tellement grand que je me suis dit, dès Beauvoir, si tu baisses pas d'intensité, c'est sûr, c'est pour toi. Donc j'ai tout fait pour garder le rythme, et je pense même que j'en ai remis, ça m'a remotivé et remis une couche. Et quand les derniers hectomètres se sont profilés avec la foule, quelle a été ton émotion, ton ressenti à l'approche de la ligne d'arrivée? Bah, c'est une course qui fait vraiment plaisir qu'on ait autant de monde comme ça à l'arrivée. C'est pas commun. Ça donne des frissons et ça pousse pour la fin de course. C'est vraiment une des plus belles épreuves de Vendée à faire quand même. Si on aime le Gois, c'est vraiment top à faire, quoi. Et qu'est-ce qu'il en reste quelques mois après? Quelles ont été les retombées, le retentissement dans ton entourage, dans les personnes qui te suivent après cette victoire? Alors, c'est certes pas la course à marée montante, mais quand même, elle a cette difficulté parce que elle faisait 2 fois plus que la course des As, entre guillemets. Tu as été sollicité, tu as été félicité et personnellement, qu'est-ce que tu en tires à froid là, avec quelques semaines de recul? Bah, oui, j'ai été félicité par mon entourage, par les amis, surtout que vu qu'elle était diffusée, tout le monde a pu voir la course et voir que c'était un effort pas commun. On en a discuté aussi un peu avec Momo Serbouti et Mathieu Dudigamant à l'arrivée, qui eux avaient fait les As déjà et ils ont dit qu'elle était pas plus facile que les As. L'effort est très long, c'est le double. Donc ils ont dit eux qu'elle a été très dure. Donc c'est toujours pour moi c'est encourageant d'entendre ça, surtout que grâce à cette victoire, je gagne mon billet l'année prochaine pour les As. Donc je me dis l'année prochaine ce sera peut-être pas plus dur, quoi. Sachant que tu apprends à nager, donc à marée montante, il y aura pas de risque là. Ouais, mais je pense que je vais manquer un petit peu de vitesse par rapport au plateau et aussi un peu d'amplitude au niveau de mes jambes. Est-ce que tu as déjà hâte d'aller défier cette marée montante sur ce passage du Gois, donc en juin prochain? Oui, j'ai hâte. Ça va être quand même ce sera un des objectifs de l'année d'arriver quand même près ce jour-là et de pouvoir profiter de cette marée montante. Ça fait
3 ans que je les regarde sur le grand écran. Ça donne vraiment envie. Quand on les voit arriver, là, il y a vraiment une foule immense à l'arrivée. Tout le monde est encouragé, que ce soit le premier ou le dernier. Donc, ça donne vraiment envie de réaliser cette course. Alors, ce qu'on disait avec Antoine, et pour l'avoir vécu, moi, sur la course populaire, on se croirait presque à une arrivée du Tour de France en plein sommet de montagne. Est-ce que tu as, toi, ce même ressenti? Oui, je pense que j'ai ce même ressenti. Enfin, on voit même, enfin, sur les As, il y a même la foule qui s'ouvre presque devant eux. Ils sont obligés de mettre des cordes pour retenir le public. Tout le monde veut voir, tout le monde encourage fort. Je pense que ça doit donner du frisson à l'arrivée. Déjà que sur la marée descendante, c'était le cas. Donc là, ça va être impressionnant. Comme tu l'avais fait pour cette course à marée descendante, est-ce que tu prévois des sessions d'entraînement à marée montante? Ou est-ce que c'est peut-être trop dangereux? Parce que là, marée descendante, tu sais qu'il y avait seulement 30 à 40 cm d'eau. À marée montante, c'est peut-être plus compliqué d'aller s'entraîner. Je sais pas encore comment je vais faire. Je suis pas trop pour le faire à marée montante. Je sais que ça présente des risques et j'ai pas envie de prendre des risques un peu inutilement, enfin pour un plaisir personnel. Donc je préfère peut-être que j'y retournerai et faire une ou deux fois une marée descendante où j'apprendrai quand même à avoir une foulée intéressante dans l'eau plutôt que de faire la marée montante et de peut-être prendre des risques inutiles. On se donne rendez-vous, David, pour cette édition en 2023. Bon, je pense que je ferai peut-être la populaire si on programme à nouveau un week-end donc du côté de Noirmoutier. Après ces foulées du Gois, tu as passé un été également sportif puisque là, tu as changé complètement de terrain. Fini le bitume pour toi avec cette orientation plutôt trail. Comment est venue cette bascule? Envie de voir autre chose? Là, c'est peut-être le côté paysagiste qui ressort, cette volonté de grands espaces et de belles vues. Comment tu as organisé ton été? Tu étais déjà en préparation au moment de ces foulées du Gois. C'était la petite parenthèse avec cette course atypique, mais tu étais déjà dans la préparation d'ultra. Quels étaient-ils et qu'est-ce que tu ambitionnais sur ces trails longue distance? Alors en fait, mon année s'articulait principalement autour de ces deux courses, donc le Val d'Aran en Espagne qui se déroulait début juillet et Nice by UTMB qui lui se déroulait vers le 25 septembre. Donc le but de ces courses c'était de faire l'UTMB en 2023 et vu que l'UTMB a changé un peu toute sa réglementation au niveau qualification de course. Maintenant, il faut avoir des running stones pour participer à l'UTMB et ces running stones, on peut les avoir qu'en faisant des courses d'un label UTMB. Donc c'est pour ça que ces deux courses-là étaient sous label UTMB, donc je voulais les faire. Donc j'ai articulé toute ma saison autour de ça. J'avais fait déjà des 100 km, 80 km en début de saison pour me préparer. Et après, les courses ne sont pas tout à fait passées comme prévu. Alors, le Val d'Aran, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'où tu as été? Et qu'est-ce que tu en as tiré peut-être derrière comme enseignement? On va dire que on ne perd pas, mais on apprend. La première course en juillet, elle n'a pas été à la hauteur de tes attentes alors. Alors non, pas à la hauteur de mes attentes, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai arrêté ma course au kilomètre 72 sur 160. En fait, je suis parti un peu vite. J'ai eu la chance de partir avec des athlètes de niveau pro. Donc je suis parti un peu trop vite. Je pense que je l'ai payé après, mais j'avais ralenti pour que ça se passe bien. Et puis j'ai eu des douleurs au niveau pulmonaire. Donc après, je savais que j'avais au kilomètre 72, j'avais encore 20 bons kilomètres à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc j'avais pas envie de prendre trop de risques en pleine nuit. Donc j'ai préféré mettre le clignotant et arrêter. Donc j'ai quand même appris qu'il fallait que je gère mieux mes efforts si je voulais durer sur sur toute sur la longueur. Et après, je me suis dit, faut que quand même que tu t'écoutes. Si tu as des douleurs pulmonaires, est-ce que c'est grave ou pas? Il faudra voir ça sur les courses qui vont suivre, quoi.
Est-ce que le fait de s'entraîner au niveau de la mer sur le passage du Gois, c'est pas un inconvénient pour aller chatouiller des sommets en haute montagne? Parce que on voit souvent les trailers qui performent sont des gens qui sont habitués à la montagne. Déjà, avec le fait d'avoir du pied, d'être habitué au terrain, aux montées, aux descentes. Mais là, la capacité à monter en altitude, est-ce que toi, tu y vois un inconvénient? Ou est-ce que ces problèmes pulmonaires ont été solutionnés? Mais en fait, j'ai pas eu d'autres problèmes pulmonaires. Après, j'en ai discuté aussi avec du monde. On m'a dit peut-être que c'était juste des douleurs thoraciques parce que t'as énormément sollicité ta respiration. T'étais peut-être en sur-régime au début et avec l'altitude, t'as peut-être trop sollicité et c'est ça qui t'a fait que c'était des douleurs pulmonaires, mais rien de grave. Donc, vu que j'ai pas été embêté à Nice et sur d'autres courses, je dirais que c'est derrière moi tout ça. Après, c'est sûr que c'est compliqué de s'entraîner pour l'altitude chez nous. Maintenant, on essaye d'aller en montagne un peu de temps en temps. Après, le principal problème, c'est pas vraiment notre capacité à courir sur les crêtes ou à monter. Enfin, moi, je le vois bien, c'est pas là que je perds du temps. Là où on perd du temps, c'est vraiment en descente parce qu'on manque de technique. Et puis, moi, physiquement, j'ai pas les quadrilles pour me retenir autant qu'eux en descente et envoyer autant qu'eux, on va dire. Donc ça, c'était cette première course en juillet. Tu avais de quoi te rattraper du côté de Nice avec là un format 100 miles, c'est ça? 165 kilomètres avec des conditions, si je ne m'abuse, qui n'étaient pas des plus niçoises. On était loin du soleil et du côté enchanteur de la promenade des Anglais. Oui, c'est ça. On a été prévenu la veille pour le lendemain que fallait qu'on emmène notre kit grand froid. Donc c'était une couche supplémentaire, un pantalon imperméable, un bonnet. Donc ça a été encore du poids en plus à emmener sur nous. Donc la course s'est plutôt bien déroulée dans son ensemble jusqu'au 90e kilomètre où je perds un groupe avec qui j'étais, enfin avec Quentin Debar qui lui finit 6e derrière. Et le fait de l'avoir perdu en haut d'une descente, ça m'a un peu perturbé et ça m'a coupé les jambes. Et derrière, j'ai vraiment galéré pendant, on va dire, 20 kilomètres presque pour retrouver des sensations. Et quand les sensations ont été retrouvées, j'ai un petit peu trop tapé dedans, ce qui fait que j'ai eu le deuxième coup de bambou derrière la tête. Et là, la tête a vraiment pas suivi pour que je puisse continuer. C'est dommage parce que j'étais quand même bien placé et je pense que c'est là où il faut que j'apprenne à travailler. C'est que tant pis pour la place, au bout d'un moment, je venais pour finir et récupérer des running stones et c'est là où j'ai pas été très bon, on va dire. Le simple fait de finir aurait suffi à te donner le droit de participer à l'UTMB ou il fallait quand même un certain temps? Ça aurait juste suffi. En fait, tout le monde, tout finisher peut avoir des running stones. Après, les running stones donnent des chances de tirage au sort pour l'UTMB. Donc, même si on termine, on n'est pas sûr d'être qualifié, mais on a un droit à des tirages au sort pour 1 ou 2 ans, je crois. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces 2 tentatives d'ultra du côté des Pyrénées et du côté de Nice? Tu l'as débriefé, tu vois les axes d'amélioration. Comment tu vas organiser maintenant ta fin de saison? Est-ce qu'elle s'arrête là? Est-ce que en octobre 2022, tu es déjà en congé tourné vers 2023 ou est-ce que tu as envie d'autre chose, David, avant de tourner la page de cette belle année 2022 quand même, avec les foulées du Gois? Mais le sportif que tu es n'a peut-être pas dit son dernier mot. Non, j'ai pas prévu d'arrêter encore cette année. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui se repose beaucoup sur une année. Là, je vais faire le 70 km du Red Light du côté de Saint-Jean-de-Mont en tant qu'accompagnateur de Chloé. On s'était dit qu'on devait faire les Templiers normalement, mais mon travail m'a empêché de le faire, donc on va faire les Templiers ensemble. Ce qui me fera un bon bloc d'entraînement pour la Haute du Père Noël aux Herbiers, le 133 km, que l'année dernière, j'avais pas pu terminer parce que je m'étais tordu la cheville, donc cette année, j'y vais revanchard, on va dire. Alors, est-ce qu'il y aura en 2023 des grosses échéances auxquelles tu vas te
te préparer pour obtenir peut-être ces Running Stones? Alors l'année prochaine, j'ai pas encore trop réfléchi. J'aimerais bien remettre un bloc en janvier avec le dernier homme debout en Vendée, qui m'avait bien plu cette année. Après, je sais pas encore si je vais chercher une qualif pour l'UTMB ou alors si je tente un 100 miles autrement. J'avais des pistes avec le 110 km du Restonica Trail en Corse, peut-être le 160 du GRP ou retourner au 160 du Val d'Aran. Templier 105, j'ai pas encore préparé mon année, mais elle se tournera quand même vers le trail, l'ultra trail, on va dire. Sans oublier donc la course des As à Noirmoutier, donc à marée montante, et la route dans tout cela. Les 10 km, les marathons, c'est terminé. Tu as fait une croix dessus. Tu en as assez du bitume. Je sais, enfin, la course des As, oui, c'est sûr. Après, vu que je vais faire du tri, je vais remettre quand même un peu les baskets. J'ai envie de faire du duathlon aussi, donc il va falloir que je refasse de la vitesse. Donc c'est possible que j'aille chercher un chrono sur 10 km. Après, sur semi et marathon, pas encore, je pense. Mais sur 10 km, j'aimerais bien en faire un peut-être au mois de mars, je sais pas. Alors pour le triathlon, je pourrais te donner le numéro de Brice, mais que tu dois connaître, hein. Il pourra justement t'aiguiller par quelques conseils. Oui, Brice qui est très fort, mais je suis loin d'avoir son niveau en triathlon. Alors, en termes de séance, David, par rapport à ces entraînements, là, tu disais, je manque de cuisses, je manque de capacité à affronter les descentes. Quelles seraient finalement tes séances préférées pour préparer du trail? Parce qu'en Vendée, on ne peut pas dire qu'il y a un gros dénivelé. Est-ce que tu arrives quand même à trouver de quoi te faire mal aux cuisses et aux ischios? En Vendée, en fait, c'est compliqué d'aller faire. Ce qui nous manque, c'est pas vraiment du dénivelé, parce que des fois, je sais que nous, pareil, on a un parcours qui fait 1,7 km et on a 100 mètres de dénivelé à chaque fois. Donc, si on veut faire du volume, c'est facile de faire 1 heure et demie avec 1000 mètres de dénivelé. Après, le problème, c'est s'entraîner à faire des grandes descentes où on se retient, où on casse de la fibre. En Vendée, c'est plus compliqué. Il y a ce qu'on appelle un peu le pont des Soupirs. C'est un pont d'autoroute mais c'est vraiment des très courts en fait. Donc c'est compliqué. Faut aller en montagne. Il n'y a pas trop le choix. Après, c'est le coup de pouvoir y aller, quoi. Est-ce que tu te prévois des blocs, des séjours d'entraînement? Vu que vous disposez maintenant donc d'un van pour pouvoir vous déplacer, est-ce que tu penses intégrer peut-être un week-end pas trop loin pour aller justement casser de la fibre et trouver des descentes qui soient suffisantes pour progresser et aborder de la meilleure des façons ces prochains trails? Mais au mois de d'août l'année dernière, on avait déjà fait un week-end en montagne pour s'entraîner. Après, on avait quand même fait au mois d'avril un 100 km du côté de la Transaubrac. On avait fait une course du côté d'Otakam. Donc, on essaye toujours d'aller soit faire des courses ou des week-ends là-bas. C'est déjà le cas. Après, ça fait pas tout, quoi. Je pense que c'est pas une question de préparation physique. Sur les dernières courses, ça a été vraiment plutôt le mental qui a pas suivi, quoi. Est-ce que tu prévois également sur ce côté mental d'intégrer un accompagnement et un entraînement, on va dire, un petit peu plus cérébral et moins physique? Pour l'instant, non. J'ai pas prévu ça. Je me remets souvent en question. J'essaye d'améliorer les choses. Là, j'ai beaucoup appris sur ces dernières courses. Après, j'écoute aussi ce que me disent les gens et je pense que j'aime bien aussi apprendre par moi-même et je pense que là, sur ce point-là, je peux me débrouiller si je prends le temps de vraiment m'y poser, quoi. L'apport de ton épouse sur ces épreuves au long cours, ces ultras, est-ce qu'elle était là pour faire ton assistance ou est-ce que tu étais parti vraiment en totale autonomie? Alors sur le Val d'Aran, elle était là avec mes parents qui me suivent sur toutes les courses. À Nice, c'est eux qui ont fait toute mon assistance. À Nice, elle a couru le 60 km, donc on n'a pas pu du tout discuter pendant la course ou avant la course. Après, oui, c'est quand elle est là, c'est un soutien. Je sais que je compte aussi sur mes parents, donc
Après, c'est jamais évident de trouver les mots pour motiver quelqu'un quand ça va pas, quoi. Et c'est ce que tu as vécu et c'est ce que tu ne souhaites pas revivre. Enfin, tu te mettras dans des conditions encore meilleures sur peut-être un 3e ou un 4e ultra de cette envergure en partant moins vite. Ça, c'est la note à toi-même. David, mets le frein à main sur les premiers kilomètres et ne cherche pas la tête de course. C'est ça, je pense qu'il faut que je fasse attention peut-être un peu plus à mon cardio, parce que j'ai pris le temps d'analyser ça avec quelqu'un qui me disait qu'au début mon cardio était un peu élevé dans la première montée, donc je l'ai payé. Parce que je pense qu'une fois qu'il est monté, le cardio, il redescend plus. Une fois que tu as basculé dans un rythme, on va dire, au-dessus de ce que tu avais prévu, c'est peut-être difficile de le faire redescendre derrière. Bah avec la descente, si il avait redescendu, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai passé presque 1 heure ou 1 heure et quart avec plus de 170 pulsations, donc sachant que sur un ultra, c'est pas trop bon. Donc derrière, on laisse de l'énergie et ça peut avoir joué aussi là-dedans. Moi, David, je te souhaite de passer donc une belle fin d'année 2022 avec encore des objectifs. Là, on voit le compétiteur. On n'a pas envie de rester sur... Est-ce qu'on peut dire un échec ? C'est pas finalement un échec. Tu as vécu des choses, tu as appris, mais tu as envie quand même de finir une course et de ne pas rester sur ces 2 abandons, entre guillemets. Bah, on apprend plus d'une défaite que d'une victoire, mais oui, j'ai pas envie de rester sur une fausse note cette année. Enfin, c'était mes 2 gros objectifs, je les ai pas réussis et là, j'aimerais bien finir quand même sur une belle perf sur un ultra et montrer que je suis capable de finir un 130 km. Si des auditeurs, des personnes donc qui viendraient à écouter le podcast souhaitent entrer en contact avec toi, par quel biais on peut venir te solliciter, discuter, échanger avec toi, ou même sur les foulées du Gois, hein, si des personnes sont désireuses de prendre part à la course à marée descendante, toi qui en es le spécialiste, premier vainqueur, donc on peut pas faire mieux. Par quel moyen on peut te contacter ? On peut me contacter principalement sur, je dirais, Instagram et sur Facebook. Après, sur Strava, je suis en profil public, donc c'est pareil. Si on veut commenter une séance pour après discuter, il n'y a pas de souci non plus. Je suis ouvert et souvent je réponds aux questions des gens. Eh bien, merci à toi, David, de t'être livré sur ton parcours d'abord de cycliste, ensuite de coureur à pied plutôt sur bitume et désormais coureur d'ultra. Donc moi, je te souhaite un bon vent et je te remercie d'avoir pris du temps pour te livrer aux auditeurs sur ton parcours. Merci beaucoup à toi, Sébastien, d'avoir pris le temps de m'écouter et puis bonne continuation. Et pour les auditeurs, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.